Aujourd'hui dans Starter, une déclaration d'amour à l'automobile, pour vous rappeler combien sa place a été importante dans notre société. Alors je vous préviens, ça va être un discours évidemment de passionné, mais bon, en même temps, si je remonte 150 ans en arrière, au début de l'automobile, ce sont quand même des passionnés, que ce soit de mécanique, des inventeurs, des génies même, qui sont là à bricoler dans leur garage, là, des tricycles, des quadricycles avec des moteurs, alors soit à vapeur à l'époque ou à explosion, avec toujours cet espoir de pouvoir remplacer à l'époque un jour le cheval par une automobile. Imaginez toutes les répercussions positives que ça peut avoir, On a déjà vu avec l'arrivée du train, où, je sais pas, je me place à l'époque, j'ai pu aller au bord de la mer pour la première fois de ma vie, ce qui était complètement impossible. Je l'ai fait en une journée, alors qu'avant il aurait fallu une semaine en charrette ou en diligence et surtout beaucoup de thunes pour pouvoir y aller, donc quasiment impossible. Imagine si je peux faire la même chose avec ma famille, avec ma propre voiture, c'est quand même génial. Alors c'est ce qui va arriver à partir du début du XXe siècle. Bon, ça va rester un rêve pour la plupart des gens parce que même une bagnole ça coûte cher. Comme beaucoup d'inventions technologiques évidemment, c'est très cher et puis il faut l'entretenir. Donc quand t'es en ville, t'as un petit réseau qui commence à se développer, mais quand t'es à la campagne, c'est même pas envisageable. Le seul réseau que t'as, c'est les chevaux. Oui, les chevaux. C'est pour ça qu'entre le début du siècle, du 20e, et la Seconde Guerre mondiale, même si le phénomène va quand même un petit peu prendre de l'ampleur, avoir une voiture, c'est pas courant. Et c'est pour ça qu'on est quasiment émerveillé quand on en voit une passer dans la rue. Oh, une voiture. Voiture, synonyme de rêve. Oh, regarde chérie, c'est une voiture, une automobile. Alors ça va changer après la Seconde Guerre. Alors pas en 45 parce qu'on a autre chose à foutre, On est en train de reconstruire les bâtiments, etc. C'est peut-être un petit peu plus important pour nous. Par contre, à partir de, on va dire la fin des années 50 et surtout les années 60, là il y a vraiment un phénomène de masse qui rentre dans l'achat automobile. Alors c'est pas donné évidemment, mais c'est vrai qu'en travaillant dur, on peut s'acheter sa première voiture. Alors souvent ça va être une 4L ou une 2 chevaux, mais on en est très fiers. Et puis ça change quand même pas mal la vie et les habitudes. Avant par exemple on allait au marché une fois par mois, il fallait en vélo à peu près 2 heures, et puis tu mettais ça dans les sacoches, c'est pas très pratique. Maintenant tu mets une demi-heure, donc ça donne même envie d'aller plus loin, voire même de changer de vie. On va déménager en banlieue pour aller bosser à l'usine. Voilà, il change de vie. L'exode rural, justement, d'aller bosser en ville, alors qu'on habite en banlieue. Donc tu vas bosser à l'usine parce qu'il y a plein de taf. Pour les courses, tu as les supermarchés qui viennent de s'ouvrir, où tu fais le plein pour 2 semaines et tu mets tout ça dans le coffre. Et puis tu t'aventures pour les vacances jusque dans le sud de la France, pour aller au bord de la mer en prenant la N10. Bref, les vacances sont arrivées et les vacances, on se déplace. C'est une révolution. Donc la voiture, ça devient un peu notre bonne fée. Celle avec qui rien n'est impossible. Ta deuxième femme. Ma deuxième femme, voire même la première. Une belle histoire d'amour voilà, qui débute. D'ailleurs, ça serait une femme, on aura envie de lui offrir des robes. Là, on va se payer la plus coquette, qui est souvent plus grosse, plus puissante que celle qu'on avait avant. Je vais m'offrir une nouvelle GS avec des suspensions hydropneumatiques que la DSA. Alors la DS, elle est peut-être un petit peu trop chère pour moi, mais la GS, ça sera parfaite. Mais bon, vous le savez, dans une histoire d'amour, il y a des hauts et il y a des bas. Puis on ne compte pas. L'argent ça compte pas. Et l'argent ne compte pas. Mais cela dit, au bout d'un moment, ça devient difficile et ça compte quand même. Donc les premières frictions du quotidien vont arriver en 1973. Premier choc pétrolier. Première prise de conscience où, au-delà du prix d'achat, on commence à évaluer le prix qu'elle nous coûte au quotidien, la demoiselle. Avec Suivez les bons conseils d'amour de Théo. Ça coûte au quotidien. Je parlais des voitures, évidemment. Oui, bien sûr. Il y a le prix de l'essence qui grimpe en flèche. Là, on va peut-être faire attention à l'achat de la prochaine voiture. Soit on prendra une voiture moins gourmande, ou alors on va en acheter une deuxième voiture qui elle sera une citadine. Alors ça va être pour madame, ou alors ça va être pour les petits trajets du quotidien. Par exemple la R5, elle a l'air pas mal pour ça. Deuxième dispute en 1977, deuxième choc pétrolier. Là on va dire que c'est le cap des 3 ans et des 7 ans qui est passé. C'est douloureux, mais une fois qu'on l'a franchi, on se remet à rêver. Et là arrivent les années 80, où on est au paroxysme de ce que dit notre voiture socialement. La voiture c'est le pouvoir. L'idée c'est plus d'en avoir une,
voire 2 voitures. La meilleure. C'est d'avoir la plus luxueuse, la plus équipée, la plus performante. La plus mieux. La plus mieux. En fait, on rêve de tout ce qui peut faire la différence entre moi et mon voisin, qui a déjà le même pavillon que moi, donc je veux pas qu'il ait la même voiture que moi. Bon, alors je rêve d'une Lamborghini Countach, par exemple, évidemment. Bon, je vais m'acheter une R25, ça va être déjà pas mal. Une R25 Baccarat V6 quand même, hein, s'il vous plaît. Avec les sièges en cuir là pour mes déplacements quotidiens. Et puis pour le week-end, avec les copains, une petite 205 GTI, ça fera le taf. Hein. Je vais m'éclater avec ça, avec les petites surpiqûres rouges, etc. Jusque dans les années 90. Où là, bon, j'ai revendu ma 205 GTI parce qu'elle était trop voyante, elle était trop spartiate, elle était trop performante. J'ai eu trop de prunes avec depuis qu'ils ont mis des radars partout, donc je vais me calmer. Et je déguste toujours le confort que je peux avoir dans ma R25. Cela dit, je vais quand même penser à la remplacer. Et puis je me dis que bon bah finalement la Laguna ça suffira. Hein. Je vais prendre une gamme en dessous. Elle est pas tape à l'œil. Mais bon, elle est bien équipée. Voilà, ça va suffire pour la famille. Confort et tu peux t'amuser un petit peu. Oui. Et puis c'est pratique. Bon, alors c'est moins pratique que le nouveau Scénic qui vient de sortir. Ouais, mais Scénic ça fait trop vieux. Ça fait... T'as pas envie d'un Scénic tout de suite. Peut-être la prochaine fois. Tu l'envisages plus tard. Ouais, effectivement. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive dans les années 2000 avec des voitures alors optimisées, entièrement étudiées et assemblées par des ordinateurs. Bon, ça fait un moment que c'est le cas, mais là ça commence à se voir réellement parce que les marques se ressemblent. Il y a moins de bugs. Plus trop de spécificité entre les marques. Les plateformes, c'est-à-dire les dessous de ma voiture, sont les mêmes que celles du voisin. Bizarre de dire ça si on l'associe à la femme. Bon bref. Et même visuellement dans la carrosserie ça se ressemble aussi. C'est pour ça que par exemple une Clio 3 c'est bien fini. En version diesel je pense que c'est plutôt économique. Je vais m'acheter ça. Voilà. Et là on se rapproche des années 2010 où on commence à nous parler d'écologie, que l'on fait rimer forcément avec des voitures électriques ou des voitures hybrides au moins. Bon ça sera pas pour tout de suite. Par contre ils veulent plus de mon diesel hein. À vrai dire moi non plus parce que déjà ils ont augmenté fortement le tarif du diesel et puis le prix des pièces est quand même vachement plus cher qu'une petite essence, donc je me demande si c'est finalement assez économique le diesel. Je veux plutôt donc me rabattre vers une petite voiture essence, mais en tout cas là j'ai parlé dans mon dernier paragraphe là j'ai parlé beaucoup, si vous avez remarqué, de prix. Oui, de prix de revient. Parce que c'est plus très. Enfin, c'est plus la mode d'aimer sa bagnole maintenant. La bagnole, c'est un outil et pas les couilles. Enfin, limite. C'est ça. Voilà en quoi on en est rendu, c'est-à-dire à définir la valeur d'une voiture par son économie à l'usage. Alors, faut évidemment. Pas faire pareil en amour. D'un côté. Non, mais alors je vais venir le parallèle. Mais d'un côté, c'est légitime. Tu vois, c'est même assez lucide. Mais je me viens quand même à me poser la question, justement, en amour. Tu fais la relation. Quand on est trop lucide, est-ce qu'on est toujours amoureux? Est-ce que c'est vraiment ça le problème? Est-ce que ce serait pas le moment d'aller voir ailleurs? Après c'est pas critiquable, c'est-à-dire qu'il y a même des arguments entendables sur la responsabilité de l'automobile sur un certain nombre de choix structurels qui ont été faits et justement qui desservent la planète comme tu dis. Mais tu vois, si on... Par rapport à l'histoire que je vous ai contée, si on retrace l'automobile sur les 100 ou les 150 dernières années, je me dis que on serait un pays pauvre aujourd'hui si on n'avait pas eu l'automobile. Alors je vais parler pour la France évidemment. Admettons que les pays aux alentours aient justement adopté ce moyen de transport et que nous on l'aurait pas fait. On serait un pays pauvre, on vivrait comme au 19e siècle, c'est-à-dire que je travaillerais dans les champs parce que mon père a travaillé dans les champs et mon fils travaillera dans les champs. Je connaîtrais pas le bord de mer, je connaîtrais pas la montagne, j'aurais pas vécu des centaines, des milliers d'aventures que j'ai pu vivre parce que mes parents et maintenant moi ou mes amis ont une automobile. Sans doute que le réseau ferroviaire se serait développé beaucoup plus. Ouais. On aurait développé les autres systèmes au final. Ouais, mais est-ce que tu penses que si on avait développé... Est-ce que ça aurait été aussi bien? Je sais pas. Oui, parce que le réseau ferroviaire, enfin, peu importe les transports en commun d'une manière générale, l'idée d'un transport en commun, c'est qu'effectivement, tu amènes de manière commune les gens d'un point A à un point B. Donc, difficile de répondre à toutes les envies des gens. Pour les amener exactement où ils veulent. Et c'est ça le rêve de l'automobile, c'est que en fait tu peux aller libre. Vraiment la liberté, c'est ça. C'est peut-être plus au centre de nos vies, je pense. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, je vais faire un parallèle. En fait, c'est-à-dire que aujourd'hui, si je prends un objet qui est maniable, rusé, intelligent, qui me permet exactement me relier aux autres, etc., je vais avoir mon smartphone. C'est-à-dire qu'en fait, le smartphone pourrait être le remplaçant de la voiture. Sauf que ça t'offre un univers qui est virtuel.
Et je trouve quand même qu'il y a quelque chose qui manque là-dedans, c'est-à-dire que pour profiter de la vie qu'on a, et qui est quand même relativement courte, rappelons-le, est-ce qu'il n'y a quand même pas de meilleure façon de vivre sa vie que de la vivre dans un monde réel ?